Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale, le sommaire. En Côte d'Ivoire, le groupe maritime SEMA-CGM installe son bureau Afrique à Abidjan. En Afrique du Sud, le chef de la police a été suspendu pour soupçon de corruption. Au Salvador, un procès historique s'ouvre contre 486 membres présumés du gang MS-13. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu à Abidjan le PDG du groupe maritime SEMA-CGM, venu officialiser l'installation du bureau Afrique de l'entreprise dans la capitale économique ivoirienne. Cette rencontre tenue cette semaine au palais présidentiel marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération économique et logistique entre la Côte d'Ivoire et le géant mondial du transport maritime. Suivons ensemble. Sur la scène internationale, SEMA-CGM, c'est un poids lourd du transport et de la logistique. Partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire pour tout ce qui touche aux échanges commerciaux par la mer, il dépose cette année son siège africain à Abidjan. Ce jeudi, Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe, a été reçu par le chef de l'État à la résidence présidentielle. Le groupe SEMA-CGM est un groupe de transport maritime et de logistique. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années et nous avons décidé d'établir le bureau régional africain de SEMA-CGM à Abidjan. Donc je suis aujourd'hui à Abidjan pour inaugurer ce bureau régional et j'espère continuer à développer notre présence tant dans le transport maritime que dans la logistique. Nous sommes également présents dans les médias avec le Média Brut qui est en Côte d'Ivoire depuis quelques années. En choisissant Abidjan pour piloter ses opérations sur le continent, le groupe français confirme l'attractivité de l'économie ivoirienne et la qualité de ses infrastructures portuaires. Une démarche qu'a tenu à saluer le chef de l'État. Nous sommes sûrs que c'est un grand plus pour la Côte d'Ivoire et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir
Et je l'encourage à nous faire confiance et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Le partenariat entre l'État ivoirien et l'armateur devrait générer de nombreux emplois qualifiés dans les secteurs du transport, de la maintenance et de la logistique intégrée. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la suspension à titre préventif du chef de la police nationale, Fanny Masemola, impliquée dans un scandale présumé de corruption. La décision a été rendue publique cette semaine par la présidence sud-africaine qui a immédiatement nommé un responsable par intérim pour assurer la direction de la police nationale. Suivons à présent. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce la suspension à titre préventif du chef de la police nationale Fanny Masemola, impliqué dans un scandale de corruption. L'affaire est liée à un appel d'offres de 20 millions de dollars dans le secteur de la santé qui a secoué le pays. Elle implique une douzaine d'autres officiers. Fanny Masemola a été remplacée par un chef de la police par intérim. Afin d'assurer la stabilité et la continuité au sein des forces de police sud-africaines, j'ai nommé le lieutenant-général Puleng Dimpane, qui se tient juste à ma gauche, au poste de commissaire national de police par intérim. Fanny Masemola, le chef de la police démis de ses fonctions, a brièvement comparu devant le tribunal mardi pour répondre de 4 chefs d'accusation de violation de la loi sur les finances publiques. L'affaire a été reportée au 13 mai. Ce scandale s'ajoute à une série d'affaires de corruption qui ont mis à mal la confiance du public dans la coalition au pouvoir en Afrique du Sud à l'approche des élections locales. La gestion de la corruption pourrait influencer l'opinion des électeurs. Autre actualité à présent, l'Union européenne a définitivement approuvé un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, accompagné de nouvelles sanctions contre la Russie. La décision a été entérinée à Bruxelles après la levée du veto de la Hongrie, mettant fin à plusieurs semaines de blocage diplomatique. Suivons à présent. On puisse retrouver plusieurs des dirigeants de la région, apporter notre soutien au Liban. De manière très concrète, l'Europe doit s'engager encore davantage. La France organisera une conférence de soutien. Se nourrir justement de toutes les contributions des Européens est important. Et ce sera aussi l'occasion avec la Syrie, la Jordanie entre autres, de pouvoir se coordonner. Ils sont impactés par la situation dans la région. Et hier, la première journée de ce sommet informel a été marquée par le feu vert donné au fameux prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, grâce à la levée donc du veto de la Hongrie. Mélia Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse internationale donc sur France 24. Mélina, qu'est-ce qui bloquait vraiment en réalité ? Alors la nuance, c'est pas qu'est-ce qui bloquait, mais qui bloquait. En l'occurrence, on parle souvent de la Hongrie, mais en réalité, c'était Viktor Orban, évidemment. Sauf que là, le prétexte, il était d'ordre énergétique et il faut le dire, il s'agissait de quelque chose de vital pour la population. Concrètement, on va le voir sur cette carte, l'oléoduc Druzhba, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, qui permettait les livraisons de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie, avait été endommagé, souvenez-vous, par une frappe russe en janvier 2026. Et Viktor Orban accusait Kiev de traîner les pieds pour effectuer les réparations. En représailles, il bloquait ce prêt donc. Et puis, dans un prêt pour lequel il avait pourtant donné son accord en décembre dernier. Moi, j'étais en Ukraine le 11 février dernier lorsque le Parlement européen avait voté le principe de ce prêt, sauf que quelques jours plus tard, bim bam boum, Viktor Orban le bloque. Et puis là, il y a 10 jours, renversement de situation avec la cuisante défaite de Viktor Orban qui était au pouvoir, faut quand même le dire, depuis 16 ans. Et c'est Peter Modzior qui donc a largement remporté ces élections. Et lui, il avait prévenu qu'il ne ferait pas barrage à l'aide à l'Ukraine. L'Ukraine freinait vraiment des 4 fers sur cette histoire d'oléoduc. Alors un peu, c'est-à-dire la vérité est toujours nuancée. Du côté ukrainien, Zelensky, il avait dénoncé, je cite, un chantage hongrois et il rappelait que l'oléoduc Druzhba, ce qui est vrai, représente une manne financière pour Moscou. Donc concrètement, réparer l'infrastructure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rouvrir un robinet de devises pour la Russie, ça c'est un fait. Sauf que pour la Hongrie, qui n'a pas d'accès à la mer, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, cet oléoduc,
il est vital. Donc l'Union européenne avait d'ailleurs, pour éviter ce blocage, préservé une exemption temporaire justement pour cet oléoduc depuis l'invasion de 2022, afin de laisser le temps aux pays d'Europe centrale de trouver de nouvelles solutions d'approvisionnement, sauf qu'en fait, il n'y en a pas tellement, surtout à court terme. Il y avait donc bien une ambivalence ukrainienne entre obligation d'un côté de réparer et intérêt stratégique à ne pas le faire trop vite. Et puis avec l'arrivée de Peter Modior, Zelensky a bien tenté de maintenir cette espèce de chantage, mais Modior lui a dit non, pas question. Et là, on voit bien le calendrier, comme par hasard. Là, l'oléoduc a été réparé. Entre Israël et le Liban, la trêve militaire est prolongée de 3 semaines supplémentaires. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion tenue à Washington entre des représentants des deux pays sous médiation américaine. Ce cessez-le-feu qui devait expirer le 26 avril a permis une baisse notable des violences, même si des attaques meurtrières continuent d'être signalées dans le sud du Liban. Suivons à présent. L'armée israélienne parle régulièrement de frappes contre des positions du Hezbollah, une cinquantaine de frappes notamment, et plus de 25 combattants du Hezbollah tués ces dernières semaines au sud Liban. Et Israël affirme donc poursuivre ses opérations avec un objectif très clair, c'est donc démanteler les infrastructures du Hezbollah, y compris des positions souterraines. Et en face, le Hezbollah, lui, a revendiqué aussi des attaques pendant ce cessez-le-feu. Il dit répondre aux violations du cessez-le-feu par Israël. On est donc clairement dans cette logique de frappe et de riposte, donc une logique qui entretient une tension permanente au sud Liban, et les conséquences de ces violations, de cette tension, sont très concrètes pour les civils libanais, des frappes qui continuent de faire des victimes encore ces dernières heures, donc aussi avec des attaques de drones israéliens au Liban Sud qui ont fait plusieurs morts donc dans la zone frontalière. Au Pérou, une nouvelle crise politique secoue l'exécutif autour du projet d'achat d'avions de chasse F-16 aux États-Unis. En début de semaine, le président par intérim José María Balcázar a annoncé vouloir suspendre le contrat, provoquant de fortes tensions au sommet de l'État. Mercredi 22 avril, les ministres péruviens des Affaires étrangères et de la Défense ont présenté leur démission, illustrant l'ampleur de la crise politique à Lima. Suivant un extrait de vidéo. Elle est surnommée la transaction de la discorde par la presse péruvienne. Ce mercredi, Lima a confirmé le versement d'un acompte de 462 millions de dollars à l'armateur américain Lockheed Martin pour l'achat de 12 avions de chasse F-16, aux grandes dames du président par intérim du pays, José María Balcázar, qui avait annoncé la veille le report de cette acquisition. Je suis parfaitement conscient que si la défense nationale est effectivement nécessaire pour le pays et que nous devons acheter du matériel militaire comme des avions, il y a aussi d'autres besoins plus urgents. Conclu en octobre 2024, ce contrat prévoit le renouvellement de la flotte de défense aérienne péruvienne avec l'achat de 24 chasseurs américains pour un montant de 3,5 milliards de dollars. Mais le premier versement a été repoussé à plusieurs reprises par José María Balcázar, qui invoque une situation sociale instable. Ce nouveau report a provoqué la colère du gouvernement. Peu après la prise de parole du président par intérim, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont annoncé leur démission. L'ambassadeur des États-Unis, Bernardo Navarro, a de son côté lancé un avertissement à Lima sur ses réseaux sociaux. Si vous négociez de mauvaise foi avec les États-Unis et portez atteinte aux intérêts américains, j'utiliserai tous les outils disponibles pour protéger et promouvoir la prospérité et la sécurité de notre pays et de la région. Ce nouveau rebondissement survient alors que le Pérou est en pleine élection présidentielle, entachée de soupçons de fraude électorale. La candidate de droite Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autoritaire Alberto Fujimori et vainqueur du premier tour, estime que José María Balcázar met en danger le pays. Je pense que l'image que nous donnons en tant que pays est regrettable. Au Salvador, 486 membres présumés du gang MS-13 sont jugés depuis cette semaine lors d'un procès de masse inédit organisé par la justice salvadorienne. Accusés d'être responsables de plus de 29 000 assassinats, les prévenus comparaissent virtuellement depuis le centre de confinement de haute sécurité C4.
Un procès sans précédent visant la structure de commandement du groupe criminel. Le reportage. Ils sont des centaines, tous vêtus de blanc, crâne rasé, mains et pieds enchaînés. Ces 486 prisonniers assistent à leur procès collectif depuis le centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité au Salvador. Tous sont accusés par le gouvernement d'être membres de la Mara Salvatrucha, le célèbre gang MS-13. Ils auraient, selon l'accusation, commandité plus de 47 000 crimes entre 2012 et 2022. Leur destin se décidera dans cette pièce. Dans le cadre de ce procès, où nous allons régler une dette historique, va-t-on leur imputer tous les crimes commis par la Mara Salvatrucha au cours de ces 11 dernières années? La réponse est oui. Un procès historique que le président salvadorien Nayib Bukele compare à ceux de Nuremberg. Ce n'est pas le premier de ce type à se dérouler sous sa présidence. En mars 2025, des membres du gang Barrio 18 avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 245 ans de prison chacun. Des mesures extrêmes rendues possibles par l'état d'urgence décrété par Nayib Bukele en mars 2022, à la suite d'une période de violence particulièrement intense entre gangs. Ce prétendu état d'exception a suspendu les droits fondamentaux, notamment celui d'être informé des motifs de sa détention et le droit à un avocat. Il a été prolongé 49 fois consécutives, provoquant l'indignation des organisations humanitaires. La Commission interaméricaine des droits de l'homme demeure très préoccupée par les conséquences pour les droits humains de la prolongation excessive et injustifiée de l'état d'urgence au Salvador. Ce régime suspend le droit à une défense juridique et le droit à l'inviolabilité des communications. Depuis l'instauration de l'état d'exception, 91 000 personnes liées à des gangs ont été arrêtées selon les autorités. Le président salvadorien a toutefois reconnu qu'au moins 8 000 innocents avaient été arrêtés à tort. Dernière actualité pour clôturer cette édition. Aux États-Unis, le Pentagone a annoncé le limogeage du secrétaire à la marine John Phelan en pleine guerre contre l'Iran. Son départ soudain a confirmé cette semaine à Washington, où son adjoint Young Kao, soutenu par Donald Trump, assurera l'intérim à la tête de la marine américaine. Suivant un extrait de vidéo. Au Pentagone, le secrétaire à la marine n'a pas résisté à la houle présidentielle. Le ministère de la Guerre a annoncé ce mercredi que John Phelan quittait ses fonctions avec effet immédiat, devenant ainsi le dernier haut responsable américain de la défense à subir les foudres de l'administration Trump. La mission confiée à John Phelan consistait avant tout à livrer d'ici 2028 une nouvelle génération de navires de guerre voulus par Donald Trump, et selon les déclarations de plusieurs hauts responsables de la défense et de l'administration, sous couvert d'anonymat, Phelan peinait à présenter un plan crédible pour respecter ces délais jugés quasi irréalistes, d'où son limogeage. Phelan quitte donc ses fonctions à un moment où la marine est très sollicitée. Elle dispose de 3 porte-avions déployés au Moyen-Orient ou en route vers cette région. À la suite du départ de John Phelan, le poste sera occupé à titre intérimaire par le numéro 2 de la marine américaine, Young Kao, un vétéran de 25 ans de la marine de combat qui s'est présenté sans succès aux élections du Sénat et de la Chambre des représentants en Virginie en 2022. Ce nouveau remaniement suit de près le limogeage par le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, du plus haut gradé de l'armée de terre, le général Randy George. Cette instabilité au sommet du Pentagone, alors que les États-Unis sont en conflit ouvert avec l'Iran, inquiète les élus de haut rang, tant républicains que démocrates au Congrès. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à toutes et à chacun.